Fréquence Caraïbes, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24 heures sur 24. Vous souhaitez vous exprimer sur des sujets qui vous tiennent à cœur? Le CESEM lance Voix citoyenne, une nouvelle émission de débat sur RFC en collaboration avec vous. Chaque mois, un thème de société sera abordé. Participez dès maintenant aux échanges sur participationscitoyenne.cesesem.mq. Vos contributions nourriront les débats radiophoniques. Rendez-vous le jeudi 19 décembre 2024 à 10h sur Radio Fréquence Caraïbes sur le thème Comment encourager l'engagement bénévole en Martinique. Participez à l'émission et au débat en téléphonant au 05 96 78 02 03. Voix citoyenne, votre voix compte. Attention, invité pour cette émission, Madame Cécile Reynaud-Uriti de la Dragesse et Messieurs Jean-Claude Bellumer, Philippe Negroué du CESEM. Vous arrivez sur la Côte Caraïbe. Merci de votre visite et de nous recevoir dans vos oreilles. La Côte Caraïbe s'offre... Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue sur Radio Fréquence Caraïbes, la radio de la Côte Caraïbe émettant depuis le 1 boulevard du bord de mer sur le territoire de la ville du Carbet. Nos deux fréquences respectives restent les mêmes, autrement dit 89.5 et 106.6 en FM. N'oubliez pas le www.rsc.com.fr ainsi donc que nos réseaux sociaux Instagram et Facebook, dont d'ailleurs vous avez dû voir notre visuel de notre émission du jour. La deuxième déjà, ça passe vite. Voix citoyenne, donc voilà, émission menée en collaboration avec le CESEM, avec qui je travaille d'ailleurs, Laurent Aglaé, que je salue, ainsi que le président, donc voilà, qui était avec nous pour la première émission. Et donc nous allons donc parler de bénévolat aujourd'hui. Donc voilà, c'est le thème choisi puisque vous allez donc sur le site de CESEM et donc plus précisément sur participation citoyenne pour apporter vos contributions. Vous aurez des questions tout à l'heure avec nos deux invités donc on va choisir à qui on va discuter ce matin. À ma droite, Madame Reynaud Uriti. Voilà, Cécile, bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Voilà, et à ma gauche, monsieur Jean-Claude Bellumer. Voilà. Oui, bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Alors, on rappelle aussi que, chers auditeurs, si vous voulez participer à cette émission, la ligne vous est ouverte, on va vous l'ouvrir tout à l'heure, au 05 96 78 02 03. Madame Reynaud Uriti, donc vous êtes de la Dragesse. C'est quoi la Dragesse? Parlez-nous un petit peu de votre institution, votre structure, avant donc d'entamer donc cette émission sur la thématique d'aujourd'hui. Alors, la Dragesse, c'est la délégation régionale académique jeunesse, engagement, sport. Donc globalement, ce sont les services jeunesse et sport, pour faire simple. Voilà, c'est ça. Ce sont toujours les mêmes missions. Après, on change d'intitulé. Et moi, je suis plus spécialement déléguée territoriale à la vie associative pour le territoire Martinique, sachant que dans ce cadre-là, je m'adresse à l'ensemble des associations, pas uniquement les associations de la thématique jeunesse et sport. D'accord. Et notre rôle est plutôt de travailler sur l'accompagnement et la montée en compétences des associations, de leur fonctionnement, de leur gouvernance, du bénévolat, toutes ces questions autour de la structuration associative. Vous dormez pas, vous avez des journées chargées? En ce moment, beaucoup, oui. Avec tout ce que vous dites, il y a beaucoup d'associations. Ça représente quoi approximativement? Vous avez un panel en Martinique, les dernières données que l'on a, on est entre 7005 et 8000 associations actives sur le territoire. Ce qui représente entre 70 et 75 000 bénévoles. Donc c'est quand même ça fait un taux fort de la population qui s'engage et avec un bénévolat vraiment actif autour de 30 000 personnes. Est-ce que la parité homme-femme est respectée dans ce domaine? Pas toujours, ça dépend des domaines. Il y a des domaines où il y a plus d'hommes, il y a des domaines où il y a plus de femmes. Donc allez, on va dire que sur l'ensemble, peut-être qu'il y a une parité, mais il est clair qu'il y a des domaines qui sont plus... tout le domaine du social est plutôt féminin, traditionnellement. Le sport est plutôt masculin, même si les choses justement s'équilibrent et ça fait partie
des éléments sur lesquels on travaille, sur l'égalité homme-femme, ou tout au moins avoir une réalité de la représentation au sein des gouvernances des publics qui participent à la structuration de l'association. C'est un peu l'objectif. D'accord. Les secteurs d'activité les plus sollicités, ce seraient lesquels chez vous, s'il fallait faire un petit classement? Alors, si on doit classer les associations par thématique d'activité, c'est-à-dire qu'en Martinique, on a un très fort taux de création sur le domaine culturel et sur le domaine économique. Voilà. Donc, c'est pas trop surprenant. Non, c'est pas trop surprenant. Et au niveau culturel, on est assez haut, on est à plus de 20%. Donc, c'est vraiment un taux fort. Là où on est un peu plus faible, c'est sur l'aspect sportif, justement. Mais ça s'explique aussi. Et pourtant, le sport est oui, alors ça s'explique aussi parce qu'il y a une pratique individuelle très forte aussi. On n'est pas forcément obligé de se structurer, mais c'est vrai qu'on a un taux de licenciés qui est un peu plus bas que l'Hexagone. Très bien, donc Madame Cécile Renaud-Uriti, voilà, de la DRGS, avec qui on reçoit généralement beaucoup de mails, voilà, pour encourager les associations. Parce que c'est vrai que les associations n'utilisent pas assez, ils ont des moyens à leur disposition. On en parlait de ça un petit peu en off, on va en revenir. Ils ont beaucoup d'outils et de moyens à leur disposition, mais soit ils savent pas, c'est possible, mais soit aussi ils n'utilisent pas convenablement. C'est ça. Pas assez. Pas assez. On discutait tout à l'heure justement de la visibilité. Comment on peut rendre encore plus visible, parce qu'effectivement des outils, on en parlera tout à l'heure, il y en a. Nous, on a aussi un accompagnement spécifique. Il y a quand même beaucoup d'acteurs autour de la vie associative qui font des choses. On était sur le Carbet il n'y a pas très longtemps encore pour le salon des associations. Donc voilà, on essaye aussi de venir en proximité. Des outils numériques, il y en a quand même beaucoup. Donc après, il faut effectivement s'en emparer. Voilà. Monsieur Belhubert, donc vous représentez aujourd'hui, on va dire, le président, on peut dire ça comme ça, quelque part. Vous êtes membre derrière donc de cette structure. Une petite piqûre de rappel, on dit que c'est la troisième entité de la CTM, c'est ça? Oui, le CESEM, c'est Conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation de la Martinique. C'est la troisième, on va dire la troisième entité, qui est là surtout, qui est concernée par, on va dire... c'est une instance consultative, c'est ce qu'on dit ou consultative et composée principalement de socio-professionnels, de gens qui sont, on va dire, plus ancrés sur le terrain professionnel et qui travaillent sur les dossiers qui seront présentés en plénière de l'Assemblée de la collectivité territoriale, et qui aussi développent on va dire des projets, des sujets, qui réfléchissent sur des thèmes et des thématiques comme par exemple aujourd'hui le bénévolat et tout ce qu'il y a autour, et qui permet d'avoir une approche, on va dire, plus ancrée sur le terrain, qui est moins politisé, qui est théoriquement apolitique, puisque ce sont que des avis qui sont donnés aux politiques pour prendre les décisions éventuelles. Très bien. Donc, en plus, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas de frein en termes de thématique. Vous balayez quasiment tous les sujets, c'est ça? Oui. Il n'y a pas de frein, mais on fait quand même des choix parce qu'on ne peut pas tout faire, mais il n'y a pas de frein. Très bien. Alors, je rappelle la thématique du jour. Donc, c'est comment encourager l'engagement bénévole en Martinique. Y a-t-il toujours des bénévoles? J'ai envie de planter comme ça le décor. Alors, la question veut dire évidemment oui, mais bon... Il y a du bénévolat. Ce qu'on dit souvent, moi, les associations souvent me disent on a du mal à recruter des bénévoles. Et là, dans ces cas-là, je déploie moi tout un argumentaire en leur disant ok, vous avez du mal à recruter vos bénévoles, mais comment vous accueillez vos bénévoles? Comment vous travaillez sur justement cette question-là d'accompagnement du bénévolat? Souvent, ce que j'explique aux associations, c'est que lorsqu'elles ont un adhérent, vous savez, celui qui vient consommer une activité au sein d'une association, comment vous traduisez cet adhérent qui, normalement, est un bénévole puisqu'il vient dans votre association, comment vous l'accueillez, comment vous travaillez sur l'aspect de vos valeurs
pourquoi il vient dans votre association aussi. Votre association, à la base, elle a un objet social, elle a des valeurs. Donc, justement, comment vous réussissez à accrocher cette personne sur vos valeurs, comment vous l'accueillez, comment aussi vous faites aussi pour avoir une connaissance de vos bénévoles, de leurs compétences potentielles, pour réussir à aussi les accrocher sur certaines missions dont vous auriez besoin. Voilà, donc il y a vraiment tout un parcours d'accompagnement du bénévole, et aujourd'hui c'est véritablement sur ça que l'on appuie, sur la question aussi du travailler sur les missions. On peut plus travailler, aujourd'hui on vient plus dans une association en se disant je suis là pour rendre service. Voilà. Il y a une autre approche sociologique depuis les années 80-90 qui a évolué aujourd'hui en 2024. On est sur, en fait, comment on va aller chercher en fonction aussi des âges. Par exemple, pour prendre l'exemple des jeunes, comment aussi dans les statuts associatifs on inclut la participation des jeunes. Comment on travaille sur... Les jeunes aujourd'hui peuvent faire partie de la gouvernance même s'ils ont moins de 16 ans. Ah, très bien, c'est une information. Et la plupart des statuts, quand on les lit, c'est marqué, peuvent faire partie du CA à partir du moment où les gens sont majeurs. Or, c'est faux. Donc, comment on inclut justement les jeunes aussi dans la gouvernance pour les rendre aussi des citoyens actifs, puisque l'objectif, c'est aussi ça, la citoyenneté, l'association, c'est un milieu où on peut exercer sa citoyenneté de manière pratique. Donc c'est aussi ça qu'il faut aller développer comme envie aussi chez les jeunes, leur donner de la place, travailler sur des comités de jeunes, des commissions de jeunes. Sur les actifs, on peut aussi avoir une autre approche, c'est-à-dire que comment on travaille des missions qui peuvent être à distance. Vous savez, il y a eu tout un flux avec la crise sanitaire autour du télétravail. Oui. Ben, comment on travaille des missions télébénévolables, comment justement on peut avoir des missions et qui vont plutôt répondre du coup à des actifs qui ont et leur vie professionnelle et leur vie familiale au quotidien. Donc comment ils pourront, quand ils auront du temps, travailler ces missions. Travailler aussi sur la période de transition entre la fin de vie professionnelle et le début de la vie des grandes vacances. Donc pour la tranche d'âge aussi, avec le temps de travail qui s'allonge, de travailler aussi sur ces questions-là. Et puis, la crise sanitaire a quand même, si on peut lui trouver un bénéfice, c'est que les gens se sont aussi questionnés sur le sens de leur vie, le sens de l'utilité sociale. Et il faut aussi travailler sur ce levier-là. C'est-à-dire que être dans une association, c'est aussi peut-être redonner un sens nouveau à son engagement dans la société d'une manière différente. Très bien. Monsieur Bellumer, s'il fallait apporter un complément sur la question, la thématique du jour, comment encourager l'engagement bénévole en Martinique? Oui, mais c'est-à-dire que moi je suis optimiste parce que quand Madame a donné les chiffres, quand même pour 75 000 bénévoles sur une population, ça fait presque le quart de la population. Donc il y a quand même un sentiment de volonté d'agir des gens. Hein. Donc maintenant, effectivement, c'est peut-être un problème de structuration sur lequel on devrait se pencher, structuration d'accompagnement, et peut-être qu'on va en parler tout à l'heure. Oui. Mais pour moi, 75 000, c'est un bon chiffre, surtout après une période où il y avait une rupture de lien social. Donc moi, je reste quand même optimiste. D'accord. Vous parliez tout à l'heure de structuration. Est-ce qu'il faut aussi inclure les infrastructures aussi? Oui, la structuration de façon globale, hein, que ce soit tout ce qui a comme outil, tout ce qui a comme infrastructure, tout ce qui a comme, on va dire, apport d'ingénierie, de formation, de développement aussi, de pilotage, et puis vraiment l'accompagnement des structures officielles. Très bien. Madame Renaud-Uriti, ce chiffre-là que vous avez donné, c'est une tendance, elle est comment? Moyenne, à la baisse, à la hausse, les 75 000? Elle se stabilise. Donc on a eu... alors pas forcément sur l'engagement bénévole, mais on a eu un pic descendant sur la création d'associations
un petit peu après, c'est le rebond de la crise sanitaire, mais on est revenu à un niveau quasiment identique à l'avant-crise et on est au même niveau que l'Hexagone. Sachant qu'en Martinique, on a quand même une facilité à créer de l'association. Et ça, il faut le souligner. Et moi, j'insiste sur un point, c'est que l'association, c'est pas que le social et le sociétal, c'est aussi de l'économique. Et on a un taux d'employabilité via les associations qui est quasiment 3 points supérieur à la moyenne hexagonale. Donc ça, c'est important de le souligner. C'est-à-dire l'associatif, c'est aussi de l'économique et c'est aussi de l'emploi. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est une façon de sortir les gens donc du chômage et donc ce tissu associatif-là permet effectivement d'engager, de créer des emplois d'ailleurs. C'est ça, et c'est de l'emploi non délocalisable, de proximité. Et le travail pour les communes, c'est aussi de comprendre que l'attractivité de leur commune, elle va aussi passer par leur tissu associatif. Très bien. Vous avez dit un très beau mot, attractivité, effectivement, parce que ça, c'est très important et je pense notamment à celle du Carbet. On fait la petite pause, mesdames, messieurs, donc c'est Voix citoyenne, donc voilà, comme tout, donc les 3e donc jeudi du mois. Et la question du jour, je vous le rappelle, donc c'est comment encourager l'engagement bénévole en Martinique avec nos 2 invités. À tout de suite. Ça y est, nous y sommes pour cette 2e émission, nouvelle émission d'ailleurs pour cette saison 2024-2025 avec le CSM et Radio Fréquence Caraïbes. Notez, c'est tous les 3e jeudis du mois avec à chaque fois une thématique que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site participation citoyenne donc .mq. Et la question du jour avec nos 2 invités, c'est comment encourager l'engagement bénévole en Martinique. On a déjà commencé à répondre. On va d'ailleurs prendre quelques questions justement laissées sur le site. La première, c'est pour monsieur donc Bellumeur. C'est comment définiriez-vous le bénévolat et son rôle dans notre société martiniquaise? Bien évidemment, madame Renaud peut réagir après. Alors, le bénévolat, c'est une action, une activité qu'on va dire gratuite, qui peut être assimilée à un travail, mais dans des domaines, on va dire, peu utilisés, comme le sport, où c'est difficile de rémunérer, d'embaucher, de salariériser quelqu'un dans le domaine de la culture, dans le domaine, on va dire, dans le domaine social aussi, humanitaire, des loisirs, ou passer par, on va dire, le bénévolat permettrait plus facilement de mettre en activité quelqu'un qui le désire ou qui est nécessiteux. Donc pour moi le bénévolat c'est plus un côté, on va dire, non lucratif, qui permet de créer de l'activité, de développer de l'activité. D'accord. Vous voulez appeler? Oui, en fait, souvent, c'est comme ça qu'on le définit. C'est un don de soi. Déjà, c'est un engagement libre, premièrement. C'est un don de soi en termes de compétences, de temps, et au service des autres. C'est véritablement ça. Et on est dans un lien, contrairement au salariat où on est dans un lien de subordination, là, on est vraiment dans un lien de coopération. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que je peux sortir d'une association comme je veux, comme je peux y entrer. Et c'est vraiment de l'envie. Enfin, le moteur, c'est l'envie. C'est l'envie de s'engager, l'envie de se rendre utile aux autres. Très bien. Est-ce qu'il existe une charte, d'ailleurs, je n'ai pas posé la question, une charte de bénévolat? Oui, il y a plusieurs chartes qui existent par différentes associations nationales. Mais après, tout se recoupe sur le fait qu'on soit effectivement sur un don de soi gratuit et libre, surtout. D'accord. Autre question pour vous deux, donc quelles sont les principales motivations qui poussent les gens à s'engager bénévolement? Ben alors, c'est comme a dit madame, hein, c'est un engagement pour une cause, pour un défi, hein, des fois aussi pour rencontrer du monde, pour se sentir utile, hein, je dirais. Donc pour aider aussi, c'est surtout dans ces formes-là qu'on trouve le volontariat dans le bénévolat. Sur les enquêtes nationales, la première motivation, c'est effectivement de se sentir utile
à la société, d'une manière générale. C'est vraiment le premier moteur. Après, on a d'autres moteurs qui sont plus là de l'ordre du pour soi. Enfin, c'est de faire de belles rencontres aussi, de se faire plaisir. Voilà, on a des moteurs aussi qui sont de l'ordre un peu hédoniste, heureusement d'ailleurs. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est certains y vont aussi pour acquérir ou pour développer de nouvelles compétences ou affiner leurs propres compétences. C'est-à-dire que quand on va dans une association, on n'y va pas en ne sachant rien faire. Et contrairement peut-être au monde du travail qui va demander peut-être des qualifications ou des diplômes, l'avantage de l'associatif, et ça sera un élément qu'on reprendra peut-être après sur la notion de valorisation, c'est qu'on va développer des compétences comportementales, des compétences dites douces. Et ça, c'est important aussi de les repérer. Savoir monter un projet, savoir faire équipe, savoir aussi travailler avec l'autre. Donc ça, ce sont toutes les compétences aussi sur lesquelles on peut travailler soi-même. Très bien. Gardez le micro comme on dit. Autre question, comment le bénévolat a-t-il évolué ces dernières années en Martinique ? Alors, en Martinique, le bénévolat, on est revenu aux chiffres, comme je le disais tout à l'heure, un peu d'avant-crise. Là où moi je souhaiterais le faire évoluer, c'est plus ça. La question, je vais plus la traduire comme ça. C'est vers justement, on peut plus aujourd'hui accueillir un bénévole comme on faisait il y a 10 ou 15 ans. Vraiment, moi, le message que je passe aux associations, c'est qu'on est dans une phase de transition. Comme on est dans une phase de transition sur le travail, on est aussi dans une phase de transition de l'approche du bénévolat. D'où la réflexion, et on a déjà évoqué certaines pistes tout à l'heure, de véritablement avoir une réflexion sur, je peux pas faire une campagne de recrutement de bénévoles en disant j'ai besoin de gens. Non, ça c'est plus possible. C'est j'ai besoin de quelqu'un pour une mission de communication, par exemple, qui va vous prendre 2 heures par semaine. C'est j'ai besoin d'avoir sur le week-end. Sur les week-ends de compétition, avec le calendrier, j'ai besoin d'un renfort de personnel bénévole sur, j'en sais rien moi, la buvette, la sandwicherie. On parle de profil peut-être. Voilà, c'est travailler par mission. Et du coup, on va arriver à des profils. Et c'est maintenant véritablement comme ça qu'il faut réussir à travailler le bénévolat. Et plus se dire, la personne, elle est là quand j'en ai besoin, au moment où j'en ai besoin. Il faut aussi anticiper. Les gens, aujourd'hui, ils ont leur vie personnelle, professionnelle. Il faut aussi anticiper les besoins sur lesquels les temps sur lesquels on va avoir des besoins. Très bien. Les questions se ressemblent, mais on va quand même répondre parce que ce sont les personnes qui posent la question. Comment les associations peuvent-elles justement attirer et fidéliser de nouveaux bénévoles, notamment parmi les jeunes générations ? Alors, vaste question. C'est une vaste question avec plusieurs approches possibles. La première, je le disais tout à l'heure, déjà, comment on accueille ce jeune au sein de son association ? Comment on le prend en compte ? Comment on prend en compte ses compétences ? Et pas de le traiter comme si, de toute façon, il fallait forcément... c'est l'adulte qui a toujours raison, vous voyez, c'est ce schéma-là un peu classique. Par contre, il faut l'accompagner. Il faut aussi le tutorer, le mentorer, comme on veut, mais il faut l'accompagner dans la prise d'initiative. Après, il y a des dispositifs aussi pour les associations qui existent et qui s'adressent là aux 16-25 ans ou aux 16-30 ans si la personne est en situation de handicap, qui s'appelle le service civique. Alors, c'est pas du bénévolat, c'est ce qu'on appelle du volontariat. Là, le jeune reçoit une indemnité. Et ça peut être aussi pour les associations une source, un vecteur pour attirer aussi des jeunes et des nouvelles compétences et des nouveaux regards sur l'association. Tout ce volet-là, il consomme entre guillemets beaucoup de services civiques en Martinique ? En Martinique, on a un taux fort de services civiques. On est à presque 800 jeunes par an. Alors, comparativement
à la tranche d'âge, on a presque plus de la moitié de la population de jeunes martiniquaises qui passent en service civique. C'est vraiment un dispositif qui fonctionne, avec pour les associations parfois des difficultés à recruter parce qu'elles ont des profils aussi, elles ont des attentes. Mais néanmoins, c'est important de valoriser aussi ce dispositif-là, qui aussi va servir le jeune dans son parcours, puisqu'il va aussi reprendre confiance en lui ou développer véritablement ses compétences. Pour certains, ils vont réussir à le valoriser aussi dans le CV comme étant, entre guillemets, une première expérience. Alors, je ne parle pas de première expérience professionnelle, on est bien d'accord, mais comme une première expérience. Et ils vont forcément avoir développé des compétences qu'ils vont pouvoir valoriser aussi au sein de leur CV. Ils vont aussi rencontrer des gens, donc faire du réseau. Et ça peut, on a beaucoup d'exemples de jeunes qui derrière ont débouché sur du salariat, de l'emploi, ou qui sont repartis en études aussi. Oui. Voilà, le dispositif du service civique, ça permet à des jeunes aussi, des fois, qui savent pas trop quoi faire, de découvrir une carrière professionnelle qu'ils n'auraient pas imaginée, ou au contraire, pour certains, d'infirmer en se disant, finalement, je pensais vouloir faire mes études dans tel domaine, j'ai bien fait de me tester un peu sur le service civique parce que ça me correspond pas. Par contre, d'autres choses peuvent me correspondre. Donc ça c'est par exemple un dispositif qui peut être valorisé pour les jeunes. Et après, moi, ce que je dis aussi, utiliser le levier auprès des jeunes, mais ça se nécessite un accompagnement sur les compétences, justement. C'est qu'on sait aussi, dans le cadre de Parcoursup, on sait très bien que l'algorithme prend en compte l'engagement. D'accord. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'un jeune qui va avoir fait, qui va réussir à démontrer dans son parcours un engagement associatif et des prises d'initiative, des prises de responsabilité, peut avoir, l'algorithme va le prendre en compte pour ses choix post-bac. Donc ça c'est aussi un élément de valorisation. Ouais, il faut, je pense aussi aller vers les très jeunes pour à travers des actions incitatives, pour déjà leur démontrer le bénéfice du bénévolat pour eux. Et puis aussi, il faut apporter une certaine reconnaissance, c'est-à-dire dans le sens de valoriser les actions des bénévoles. Ça peut être très enrichissant pour la personne qui est dans l'action, qui se sent vraiment accompagnée, écoutée, et même qui ressent son intérêt pour l'action ou pour l'association, pour qui il donne toute son énergie. D'accord. Il y a une limite d'âge pour démarrer le bénévolat ou Non. C'est intéressant de savoir ça, oui. On peut être bénévole tout petit. D'accord. Et jusqu'à sa fin de vie, si on veut. Après, en plus, on peut distinguer. Là, on parle du bénévole formel, c'est-à-dire dans un cadre structuré associatif. Mais le fait de donner un coup de main aux voisins, le fait d'être dans un groupe de rue sans forcément avoir une structuration associative, c'est aussi de l'engagement. Mais l'engagement, quelle définition on en donne ? Le fait d'aller faire les courses pour Tati ou bien pour de donner un coup de main à papy pour faire le jardin, c'est aussi un engagement. C'est vrai. Voilà, donc c'est aussi la définition. Là, on parle plutôt d'un cadre formel, mais il y a aussi tout l'aspect du cadre informel, sur lequel, quand on me dit, moi, les jeunes s'engagent moins, on sait très bien que le taux de signature des pétitions en ligne, par exemple, c'est beaucoup les jeunes qui signent des pétitions en ligne. Voilà, c'est une autre forme, c'est ce que je dis. Il faut vraiment avoir ça en tête, c'est qu'on est sur un autre format, une autre réflexion sur ce que c'est que l'engagement et sur la manière de s'engager. Très bien, les choses ont évolué depuis, on va dire. Oui. Et de beaucoup, beaucoup. Autre question, je rappelle que nous prenons donc sur le site participationscitoyenne.mq. Donc, quels sont les principaux défis auxquels font face les associations et les bénévoles aujourd'hui ?
Monsieur Bellumer. Oui, enfin, surtout le recrutement de bénévoles. Trouver les compétences, trouver les compétences qui sont adéquates. Et puis, peut-être en matière d'information. En matière d'information, il faut régler les problèmes d'information, régler les problèmes de transport, et puis surtout le financement. Très bien. Lorsque vous dites régler, comment? Est-ce qu'il y a déjà des pistes, des idées? Il y a des idées, il y a forcément des idées, mais alors justement, le CESEM, il travaille à travers les projets des différentes commissions, où on priorise la réflexion sur les différentes problématiques des associations. Bon, on a un projet sur les associations, on a ciblé les associations économiques, sociales et solidaires, mais dans notre cible, la réflexion pourra être, on va dire, bénéfique à toutes les associations. Donc pour le moment, on a ciblé un projet sur le financement. D'accord. Parce que le financement, c'est quand même la clé pour, on va dire, le fonctionnement même d'une association et même le développement de cette association. Absolument. Donc on est en plein travaux de réflexion, de recherche, même d'audition, de recherche d'informations pour pouvoir après présenter un rapport vraiment circonstancié. Très bien, on peut dire que les choses avancent. Voilà. Un complément, madame, c'est bon, madame Prenotte? Oui, non, après sur la question du recrutement, bon, je pense qu'on a donné aussi quelques pistes. Sur la question du financement, il y a une piste sur laquelle aussi il faut qu'on travaille, c'est que les associations ont tendance à connaître le financeur de proximité que sont les collectivités. Or, les collectivités aujourd'hui n'ont plus forcément non plus, enfin je veux dire tout le monde, même l'État, n'importe quel, les subventions publiques sont en baisse, ça c'est une réalité. Donc du coup, ça veut dire aussi qu'il faut travailler sur une multiplicité de financements. C'est-à-dire qu'on ne peut pas existe, mais qui existe. Il y a, alors, on dit qu'il y a moins d'argent, mais il y a de l'argent. Voilà, non, mais il faut quand même être aussi dans cette réalité-là. Mais après, il faut effectivement connaître les différentes sources de financement, sachant qu'il y a plusieurs possibilités possibles. Travailler donc sur du multifinancement, sur une même action. Donc réfléchir son action suffisamment en amont pour répondre aussi dans les délais, les calendriers des différents acteurs. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'important. Les collectivités aussi, même si elles ne financent pas directement, elles ont, tout ce qu'on appelle aussi du financement indirect, quand elles mettent à disposition un local, quand elles mettent à disposition du personnel ou les barrières Vauban sur des manifestations aussi. Donc ça, comment on le valorise? Donc ça, c'est un travail qu'on mène aussi auprès des élus à la vie associative, de savoir aussi comment on travaille la valorisation de ce que l'on met à disposition des associations, qui du coup peuvent le faire rentrer dans leur budget comme étant aussi une ressource. On a aussi, et ça c'est un enjeu qu'on essaye de travailler sur 2025, la question du mécénat. D'aller chercher aussi d'autres sources de financement. Et le mécénat, on pense au mécénat de finance, mais on a aussi la possibilité d'avoir du mécénat de locaux et du mécénat aussi de compétences. Donc ça, c'est aussi une piste vers laquelle on s'engage sur 2025. C'est d'aller aussi à la rencontre des entreprises pour leur expliquer les potentialités possibles. Alors, bien sûr, la première, on va réfléchir à la défiscalisation, mais c'est pas forcément toujours l'enjeu des entreprises. Elles ont aussi une responsabilité sociétale, le fameux RSE aujourd'hui qui est dans les entreprises, et travailler aussi sur cette entrée-là pour qu'elles travaillent avec les associations sur du mécénat de compétences, du mécénat de locaux. C'est aussi une approche je pense qu'on va développer de manière partenariale. Oui, en effet. Alors,
Jusqu'à maintenant, on se base toujours sur l'attente d'une subvention, d'une aide, mais justement nos travaux vont nous pousser à développer les perspectives possibles, on va dire entre guillemets d'autofinancement, de recherche de financement, autre que celle des structures officielles. Oui, c'est tout le travail sur le modèle socio-économique des associations. C'est aussi la capacité aussi à vendre du service, entre guillemets. Il y a aussi ça. Donc il y a plusieurs possibilités d'entrée de ressources financières. Après, sur des associations dites à caractère social, où on est sur des publics qui sont pas forcément solvables, c'est plus compliqué. Mais on a quand même des possibilités aussi pour les associations d'avoir des prestations, on va dire ça comme ça, qui sont du coup des ressources aussi en propre. Très bien. On fait notre dernière pause et puis on se retrouve juste après. Je vous rappelle, c'est Voix citoyenne et la thématique du jour, c'est comment encourager l'engagement bénévole en Martinique. Nous sommes avec Madame Renotte Uriti, Monsieur donc Bellumer. À tout de suite. De nous rejoindre, soyez les bienvenus sur Radio Fréquence Caraïbes. C'est une nouvelle émission pour cette saison 2024-2025 avec le CSM qui s'appelle donc Voix citoyenne. C'est tous les 3e jeudis du mois avec des thématiques. Et la thématique du jour, c'est comment encourager l'engagement bénévole en Martinique avec nos 2 invités du jour, puisque Monsieur Negoué s'excuse, il a dû être absent. C'est Madame Renotte Uriti dans la Dragesse et Monsieur donc Bellumer, donc qui représente l'institution de CSM. Alors une question justement pour vous. Monsieur Bellumer, pouvez-vous nous expliquer ce que l'économie sociale et solidaire et en quoi elle diffère de l'économie traditionnelle? Alors, l'économie sociale et solidaire est fondée sur plus un principe de solidarité, on va dire d'utilité sociale, et qui regroupe peut-être des associations, même des structures, on va dire des entreprises, des structures plus officielles. Et qui recherche aussi une performance économique, tandis que l'économie traditionnelle, c'est vraiment dans le but de produire et d'obtenir, on va dire, de cette production un profit. Alors que dans les associations relevant de l'économie sociale et solidaire, on parle moins du côté lucratif. Un complément, Madame Renotte? Oui, c'est le SS, il y a une loi de 2014 qui la pose. Et c'est en fait un ensemble de structures qui peuvent être organisées sous la forme de coopératives, d'entreprises sociales, enfin d'utilité sociale, de mutuelles et d'associations. Voilà, c'est vraiment un ensemble d'acteurs qui mettent l'utilité sociale au cœur de leur action et l'humain. Et non le profit, effectivement. C'est ça. D'accord. Autre question, donc puisqu'on prend les questions sur, je rappelle, participationscitoyenne.mq, quelles initiatives peuvent être mises en place pour valoriser et reconnaître l'engagement des bénévoles? Non, on a parlé tout à l'heure de valoriser, donc il faut montrer l'utilité, il faut montrer son utilité aux bénévoles. Le remercier, souvent on oublie de remercier, pas seulement simplement remercier d'avoir fait quelque chose, d'avoir apporté quelque chose. Donc, je sais pas. C'est vrai que alors il y a une journée internationale du bénévole qui est le 5 décembre. Donc à cette occasion-là, on a eu en Martinique plusieurs communes qui ont remercié leurs associations et les bénévoles qui les composent, puisque le moteur d'une association, ce sont ces bénévoles. Et on a eu pas mal de messages ou de manifestations autour de cette reconnaissance. Et déjà dire merci pour l'engagement, c'est très important. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a essayé de fédérer autour de la valorisation du bénévolat.
Après, il y a d'autres, il y a effectivement après des dispositifs là qui sont plus de l'ordre. On peut les retrouver sur la foire aux questions mise en place avec le CSSM et la DRAGES. Pour en citer quelques-unes, il existe la médaille jeunesse, sport et engagement à la vie associative. Donc ça, c'est aussi une forme de reconnaissance. Et les données selon certains critères? Oui, il y a des critères d'ancienneté. Il y a un dossier à déposer. Il y a le compte engagement citoyen qui, lui, permet de valoriser l'engagement de dirigeants ou d'encadrants au sein d'une association avec un quota un nombre d'heures et qui permet d'avoir des crédits qui sont sur le compte engagement citoyen qui est lui-même inclus sur le compte professionnel d'activité. D'accord. Et ça permet, par exemple, moi je prends souvent cet exemple-là, mais avec ces crédits-là, un bénévole qui aurait besoin de faire une reconversion professionnelle ou qui aurait besoin de se former peut utiliser ces crédits-là en complément de son compte professionnel d'activité pour payer sa formation. Pour certains, ils peuvent même aller jusqu'à payer le permis de conduire si c'est nécessaire dans le cadre de l'activité professionnelle. Voilà, donc ça, ce sont des outils. Mais il faut que les associations s'en emparent. Et il faut que les associations comprennent comment ça fonctionne. Moi, je renvoie sur la foire aux questions, la FAQ du CSSM en partenariat avec la DRAGES, qui est vraiment un outil qui reprend les 100 questions-réponses les plus courantes dans le fonctionnement et la gouvernance associative et où on va retrouver tous ces éléments-là. Très bien. Vous n'avez pas lu... je ne peux que confirmer. On parle du CSSM. La foire aux questions a été initiée, on va dire, avec la DRAGES. C'est 2022. Oui. 2022. Vraiment où il y a de nombreuses questions avec des réponses, avec des liens qui permettent de renvoyer vers des informations complémentaires. Et donc c'est une richesse que devraient utiliser pas seulement les associations et les bénévoles, mais tout le monde. Monsieur, madame, tout le monde. Oui. Oui. Vous avez en partie répondu à la prochaine question. Quels outils et ressources justement sont disponibles pour aider les associations à gérer leur activité au quotidien et à répondre à leurs questions? C'est un petit peu la fac, mais il y a... Alors, il y a la FAQ, mais vraiment sur lequel on insiste parce que c'est un bel outil sur lequel on a travaillé de manière partenariale et sur lequel il faut vraiment que les associations s'en emparent. C'est parce que c'est vraiment pour elles que ça a été fait. Après, on a aussi les communes qui mettent en place beaucoup des points d'appui à la vie associative. Ça, c'est aussi un accompagnement que l'on fait auprès des collectivités pour travailler sur cette possibilité-là. En 2025 va se déployer aussi le dispositif Guidasso. Alors Guidasso, c'est un dispositif qui va permettre de cartographier et de recenser les acteurs de l'accompagnement des associations. Donc on lance cet après-midi le comité stratégique avec donc divers acteurs, que ce soit des services de l'État, la CTM, le CSSM, la CAF, et tout cela en partenariat avec une association qui s'est mise en place sur le territoire qui s'appelle le Mouvement Associatif Martinique et qui est là pour être l'association qui va être le porte-voix des associations dans leur ensemble. Voilà, et c'est une co-animation que l'on va porter avec eux. Et ce dispositif-là va permettre en proximité de trouver un acteur qui va au moins orienter, informer, accompagner. Il y a différents niveaux de labels qui seront déployés et qui vont du coup permettre à des associations au moins d'avoir une visibilité, une lisibilité sur quels sont les acteurs qui peuvent m'aider dans mes démarches. Très bien. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble. Je voulais venir sous le volet de demandes de subventions. Vous qui êtes à la DRAGES, comment ça fonctionne? Parce que parfois, on peut se mêler les pinceaux, parfois on peut louper des subventions. Est-ce qu'il y a des outils pratiques, des idées? Alors, je sais que le CSSM est en train de faire un travail sur la question du financement des associations. Oui. Je ne sais pas si vous souhaitez... Oui, en fait, on en a parlé, effectivement. La demande de subvention peut être un frein. Donc, il faut vraiment savoir, on va dire, remplir ne serait-ce que le formulaire. Ouais, le dossier. Et après, le formulaire, dans sa simplicité, il requiert quand même
on va dire, une certaine facilité, une certaine compétence, parce qu'après, il y a des demandes de justificatifs, il faut souvent des bilans. C'est clair. Tous ces éléments-là sont parfois on va dire, des contraintes. Oui. Et alors que ce sont des documents que peuvent avoir les associations. Oui, et qui sont nécessaires pour bien comprendre le besoin de l'association, et nécessaires même pour l'association, pour qu'elle puisse évaluer même, on va dire, son activité, son autre activité, et ses véritables besoins à venir et sa projection. Et là, c'est sûr que nous penchons dessus, hein, c'est ça notre objectif, de pouvoir définir, on va dire, enfin, je sais pas si on a parlé de tuto, mais de pouvoir définir une procédure, une simplification, même un mode déployatoire pour que les associations puissent avoir plus de facilité, déjà pour remplir leurs demandes, donc pour demander des subventions pour ceux qui veulent, et puis derrière accompagner, hein, c'est surtout accompagner. Donc je ne sais pas si la DRAGES... Oui, non, il y a vraiment... Là, c'est quelque chose sur lequel on appuie, c'est qu'il faut que les bénévoles montent en compétences. Et on ne peut monter en compétences qu'en allant se former. Et ça, c'est vraiment une action nécessaire d'aller vers la formation. On met en place, nous, différentes possibilités de formation. Avec le mouvement associatif, on espère qu'il y aura un portail qui pourra recenser les différentes formations existantes sur le territoire, donc avec une proximité qui permettra aussi de trouver l'information facilement. Mais on a déjà, nous, le Fonds de développement de la vie associative, qui travaille sur la formation des bénévoles, donc qui permet aussi à une association de monter en compétences en interne. Et on a du coup en parallèle monté des offres de formation collective qui sont disponibles. Nous on a une lettre vie associative et ça fait partie aussi des évolutions quand on doit travailler avec le CSM, c'est que pour toutes ces informations-là est une entrée aussi un peu unique avec un portail. Mais il existe véritablement des offres de formation. Le DLA aussi met en place des offres de formation. Maintenant, moi, j'engage, là pour le coup, les acteurs à aller se former. C'est peut-être du temps à donner, mais c'est du temps qu'on gagne ensuite. C'est un volet très important. Hein, c'est fondamental. C'est pour ça que je vous dis, en Martinique, on a une facilité à créer de l'association, certes, mais les gens après ne maîtrisent pas. Ok, on peut avoir plein de gens qui vont accompagner. Mais l'accompagnement, ça sera jamais faire à la place d'eux. Donc, il faut que les gens aussi se forment pour savoir faire par eux-mêmes. Très bien. Et puis, je crois savoir aussi qu'il y a des formations spécialisées par fonction. On peut avoir de dirigeants en comptabilité, en secrétariat, etc. Tout à fait. Donc, c'est vraiment... on a pensé à ça. Donc. Oui, il y a la fonction de gouvernance d'une manière générale, la fonction ressources humaines, l'aspect... comptabilité, trésorerie, etc. Vraiment, on met en place des formations sur ces thématiques-là. Et on n'est pas les seuls acteurs à le faire. Il y a beaucoup d'acteurs qui offrent de la formation, mais il faut prendre le temps d'y aller. Ouais. Et ça joue tout son rôle dans le secteur, dans ce secteur-là. Est-ce que c'est entre guillemets consommer les subventions? Est-ce que les associations consomment? Ou est-ce qu'il reste encore un travail à faire à ce niveau-là? Vous disiez qu'il y a de l'argent, mais il faut aller les chercher, les financements des associations. Alors, il y a de l'argent, il y a des demandes, mais c'est pour ça que je réinsiste sur la formation, c'est-à-dire que pour qu'une demande soit validée, il faut qu'elle réponde à des critères. Très bien. Et c'est pas toujours le cas. Donc c'est cette difficulté d'ingénierie ou d'accompagnement sur lequel on est tous en train de se pencher. Parce que les bénévoles souvent nous disent oui, mais nous on n'est que des bénévoles, certes, mais vous pouvez plus vous pensez que comme des bénévoles. Et c'est pour ça qu'il faut véritablement avoir une approche concertée, ce qu'on est en train de faire sur le territoire. Il y a des commissions de financeurs aussi maintenant, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'on ne peut plus non plus aller taper à la porte en disant tiens, moi je fais une demande chez toi sans dire que j'ai fait aussi la demande à côté. C'est plus possible ça. Les services se parlent. Donc, il y a un réseau maintenant. Voilà, il faut être cohérent aussi dans ces demandes. Et des fois, c'est le manque de cohérence, alors qui n'est pas
qui est lié justement à la montée en compétences des acteurs. Au-delà du ministère et peut-être des institutions locales, qui finance aujourd'hui en termes de subventions? Est-ce qu'il y a des... Alors, il y a tous les services de l'État qui sont bien sûr, il y a les collectivités dans leur ensemble, que ce soit la CTM, les EPCI, les communautés d'agglo et les communes. Il y a les fonds européens qui ne sont pas toujours non plus suffisamment sollicités, mais parce qu'ils nécessitent une ingénierie, une avance de trésorerie que n'ont pas forcément toujours les associations. Après, on a aussi Initiative Martinique Active qui là fait du prêt. Alors c'est pas de la subvention, mais qui peut faire du prêt aux associations. Donc ça c'est intéressant. La CRES aujourd'hui, la Chambre régionale à l'économie sociale et solidaire, développe aussi ce qu'on appelle un CAPESOR, qui est un dispositif aussi qui va justement faire du préfinancement. Si on veut faire une demande de financement justement auprès de l'Europe, parce qu'on n'a pas les avances de trésorerie, il y a des possibilités de réflexion. Et là, c'est plutôt la CRES avec les Outre-mer c'est une spécificité sur les Outre-mer qu'il faut aussi aller chercher. On a différents acteurs. Initiative Martinique Active a aussi un dispositif expérimental qui s'appelle Aux Côtés. Et Aux Côtés, c'est en fait l'objectif, c'est de travailler sur 3 entrées possibles. Le crowdfunding, donc d'aller chercher les citoyens, une aide des citoyens, le public, donc une subvention publique, et le privé avec une aide de la part des entreprises. Et Initiative Martinique Active va accompagner justement au travers de ce dispositif-là les projets innovants pour avoir un financement participatif avec les 3 entrées possibles qui peut aller à 12 000 €. Donc voilà, des choses, il y en a sur ce territoire. Des appels à projets, il y en a. On sait que les associations sont parfois perdues dans le flux. Donc bon, nous, on a par exemple une lettre de la vie associative sur lesquelles on essaye de repérer les appels à projets. Il y a sur le site de la préfecture, on peut aussi trouver certains appels à projets qu'on essaye aussi de recenser. Sur le site de la CTM, c'est la même chose. Mais il faut être en veille. C'est ça qui est difficile pour les associations. Très bien. On va bientôt donc conclure pour cette émission, la deuxième. Donc je rappelle, nouvelle émission donc pour la saison 2023-2024. Je rappelle la thématique du jour. C'est donc c'est comment donc encourager l'engagement bénévole en Martinique. On va vous laisser le mot de la fin, mais une dernière question qui s'adresse, madame, pour répondre aussi, madame, monsieur Bellumer. Pour conclure, quel message souhaiteriez-vous adresser aux auditeurs et aux auditrices pour les encourager à s'engager bénévolement et à soutenir les associations du département, en tout cas de la Martinique, de la collectivité? Alors je vais prendre le relais. Et par rapport à ça, on sait aujourd'hui que les gens n'ont pas forcément envie de s'engager, comme on le disait tout à l'heure, de la même manière. Il y a une possibilité aujourd'hui qui est l'engagement ponctuel, qui peut aussi donner envie à un moment donné d'aller chercher un engagement sans forcément se retrouver avec un temps consacré énorme. Et on a un dispositif une plateforme qui s'appelle jeveuxaider.gouv.fr. Cette plateforme-là, elle met en relation des associations qui ont un besoin de renfort de bénévoles et des gens qui ont envie de s'engager, mais pas forcément de manière traditionnelle, qui se disent peut-être que ce mois-ci, j'ai 2 ou 3 heures à consacrer à une mission, et qui vont aller regarder sur ce site si elles peuvent trouver une mission de proximité ou qui correspond à leurs valeurs et qui va répondre à leurs besoins. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, à la nécessité pour les associations de travailler par mission. Et du coup, c'est pour les auditeurs et les auditrices qui auraient envie de tester l'engagement, une manière pour elles d'approcher l'associatif de manière progressive. D'accord, très bien. Oui, le message, c'est de dire aux Martiniquais que les associations ont besoin d'eux.
et que derrière, des structures peuvent accompagner pour, comme on avait dit tout à l'heure là, pour former, pour monter en compétences et pour que chacun puisse trouver son utilité, son intérêt et puis que chacun puisse s'épanouir. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette deuxième émission, donc nouvelle de la saison 2024-2025 avec le CCSM. Donc je rappelle, c'était la question du jour, comment encourager l'engagement bénévole en Martinique. Et puis je retiens aussi, Madame Reynaud, le volet formation aussi est important, puisque l'approche a changé, on le disait aujourd'hui. Je vais vous laisser le mot de la fin, commencer par vous, Madame Reynaud-Uriti. Mais moi je voulais remercier les gens de leur engagement, parce que je pense que l'associatif, c'est le socle de toute société, l'engagement, l'utilité aux autres, et on est forcément dans une relation gagnant-gagnant, parce que en allant aussi se rendre utile auprès des autres, je pense qu'on s'alimente et on se nourrit soi-même au niveau de ses propres valeurs et de du sens que l'on donne aussi à sa vie. Donc merci à ceux qui s'engagent déjà, d'une manière formelle ou informelle, et puis j'encourage tout le monde à donner un peu de son temps, et les gens seront gagnants aussi et s'enrichiront de la relation à l'autre et de l'investissement qu'ils mettront auprès des autres. Bien, je retiens, c'est vrai que c'est un enrichissement le bénévolat, on va retenir ça. Monsieur Bellumière. Oui, enfin, on ne peut pas aller plus loin que de dire merci à tous ceux qui ont donné, qui veulent encourager à donner, et à tous ceux qui donnent, et que le bénévolat a quand même a un intérêt quand on va dans le monde sportif, dans le monde culturel, et sans eux, peut-être que il y a plein de choses qu'on n'aurait pas pu vivre dans ce département. Donc moi j'encourage surtout les très jeunes, venez voir, observez, venez, puis essayez, vous allez voir que vous allez trouver un intérêt, vous allez trouver une envie et de partager et d'apporter ce que vous avez comme, on va dire, comme force, force vive. Donc je les encourage tous. Très bien. Merci donc, messieurs, dames, Madame Reynaud-Uriti, Monsieur Bellumière, pour cette thématique. Voilà, on se retrouvera le mois prochain, on sera déjà en 2025, pour la nouvelle thématique et la nouvelle question, donc sur Voix citoyenne. Merci aussi à Laurent qui me permet de préparer cette émission. En vous souhaitant donc une belle fin de journée sur Radio Fréquence Caraïbe. À bientôt. RFC 89.5 et 106.6 en FM. La radio locale. Merci de nous recevoir chez vous.